Alors faites bien attention à ce que vous allez dire. L'agriculteur et les tracteurs sont distincts. Ils sont distincts, j'espère pour lui. Ils n'ont pas la même base. Alors, est-ce qu'il y aurait des bases communes entre tracteur et comment tu disais, L'agriculteur. et l'agriculteur? Ouais, ils sont sur le même lieu. Ils sont sur le même lieu, ok. Là, si on les désigne, on fait ça. Hein. Ah, ça veut dire que si on pointe du doigt vers l'un, on pointe du doigt vers l'autre. Ils sont collés, c'est la même chose. Donc, ils seraient la même entité, ok. Wow. Pareil, non? Ils dorment dans le C'est même intéressant, ça. c'est pas distinct, alors. Oui, je pense qu'ils sont distincts. Ça, tu ne mets pas sur une. Bah, c'est trop tard. Très bien, alors les définitions? Non, je peux pas filtrer, je peux couper, mais alors si je dois couper à chaque fois que tu interviens, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu veux pas dire merci Jean-Philippe pour ça? Ah oui, ce serait... Ah ouais, exact. Alors, Essaye de faire la voix de Bernard. Enfin, pas Bernard Long, mais Bernard ici, notre voisin. donc ils sont distincts. Non, parce qu'imagine, un jour, il va écouter YouTube. Non, c'est pas le cas. Ok. Donc, vous avez la définition de... Alors, on va choisir quoi? 1. Phénomène non distinct. Phénomène non distinct, c'est la définition de 1. Hein? C'est la définition de 1. Phénomène non distinct. Ok, vous êtes sûr? Parce que différent, c'est phénomène distinct. Parce que différent, c'est phénomène distinct, exactement. Ok, donc ça veut dire que table et chaise sont différentes. Oui, vous acceptez. Quand on dit j'accepte, ça veut dire oui, en fait, tout simplement. C'est tout simple. Ouais. Ok, et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Pourquoi? Non? C'est vrai, je connais pas les règles. J'ai joué une fois seulement. Et, et donc, quand on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on dit? Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi? Exactement, c'est juste les règles du débat. Voilà. Quand on accepte, quand on est d'accord, on dit j'accepte. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Ok, c'est tout simple. Ok. Quand on affirme une assertion, quand on dit juste ok. Une assertion assez simple. Ouais. Ok. Donc l'objecteur va affirmer des conséquences à chaque fois. Il va dire il s'ensuit que, il s'ensuit que, il s'ensuit que. Mais on peut faire moins formel, ça joue aussi. Ouais. Ok, très bien. Donc, la définition de différence, c'est phénomène distinct. Vous êtes d'accord? Ok, donc table et chaise sont distinctes, sont différentes, sont contradictoires. Ok, elles sont contradictoires parce qu'elles n'ont pas de base commune. Si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Ok, donc deux cornes de lapin sont contradictoires. Parce qu'elles n'ont pas de base commune. Voilà, parce qu'ils sont différents et sans base commune. Ok, s'ils sont différents et sans base commune, ils sont contradictoires. Bravo. Bravo, bravo. Donc c'est comme ça qu'on commence. Tiens, on va refaire le partage d'écran. C'est comme ça qu'on commence, c'est d'essayer de voir si deux phénomènes ont des bases communes ou pas. C'est vraiment le premier boulot qu'on a à faire quand on vous demande des comparaisons. Ouais. Ok. Et donc, s'il n'y a pas de base commune et que, bien sûr, ces deux trucs comparés existent, eh ben, c'est contradictoire. OK. Donc, c'est assez simple. Et après, on pourrait se dire, mais peut-être que c'est équivalent, peut-être qu'il n'y a que des bases communes. Allez le savoir. Possible, ça, non? Oui. Bernard, tu vois le partage d'écran? Oui. OK, super. Excellent, que tu connais par cœur. Très bien. Donc, la contradiction, on a dit, voilà, c'est différent et sans base commune, etc., etc. Très bien. Et donc, la dernière phrase de cette partie. Si le défenseur certifie la présence d'au moins une base commune entre les phénomènes comparés, alors il est possible que ces derniers soient équivalents et le défenseur sera amené à le vérifier. Ouais, ok. Donc, on va essayer de vérifier. Peut-être qu'il n'y a que des bases communes. Peut-être qu'il n'y a vraiment que ça. Ouais, par exemple, ok, on va essayer de suivre le texte. Comme ça, à la fin de la journée, on aura bien compris tout ça. Des équivalents doivent être au moins deux phénomènes suffisamment distincts, comme on l'a dit, car on ne dira pas qu'une table est équivalente avec elle-même. Ouais, ça ne se dit pas. Ok. Ainsi, la définition d'équivalent est ils sont différents et contiennent les 8 portes de l'implication. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Voilà, c'est pas compliqué. Un exemple de phénomène équivalent serait le sujet les deux, l'eau et H2O. Ouais.
Si c'est H2O, c'est de l'eau. Si c'est de l'eau, c'est H2O. Vous êtes d'accord? Ah, ça dépend. Par exemple, est-ce qu'on pourrait... Tu peux avoir H2O, mais c'est pas de l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant H2O? Là? Sur le papier, c'est écrit H2O. Ah, c'est écrit H2O. On peut avoir les lettres H2O. Et les lettres H2O et H2O? Ok. Bon, bien tenté. Bien tenté, Sheila, bien tenté. 10 points pour Gryffondor. Ah oui. C'est dans Harry Potter? Oui. Ok. Très bien. Donc, si on parle bien sûr de la composition chimique, ouais, de l'eau et l'eau, ouais. Ok. Donc, le 8 portes de l'implication, c'est pas compliqué du tout. Vous allez voir, si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A. Ouais, si on garde rien que ces deux premiers, déjà, on a compris de quoi il s'agit. Ensuite, Si ce n'est pas A, ce n'est pas B, si ce n'est pas B, ce n'est pas A. exactement. Ensuite, S'il y a A, il y a B. S'il n'y a pas s'il n'y a pas Il n'y a pas s'il n'y a pas B, il n'y a pas A. oui, il en manque encore deux. Et s'il y a B, il y a A. Et s'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Voilà. Si ce n'est pas A, ce n'est pas B. Exactement. Ouais, si ce n'est pas de l'eau, ça ne peut pas être H2O. Ouais, si ce n'est pas H2O, ça ne peut pas être de l'eau. Ouais, c'est tout simple en fait. Ça veut dire que vous avez les 4 premières. Oui, mais moi un peu dans du poignet pour que ça rentre. Ok. Ouais. Vous voyez une distinction fondamentale entre les 4 premières et les 4 suivantes, non? Il y a quoi? Il se sert un Tu- verre d'H2O. Tu te sers un verre d'H2O, Bernard. Oui. C'est quoi alors la différence? Alors, c'est quoi la différence entre les Oui, 4 premières et les 4? Ah, négation, non? Ah non. Ouais. C'est entre C ou K. Oui, exactement. Ouais, soit c'est prédicatif, Et soit c'est voilà. ontologique. Prédicatif, C'est ça veut dire c'est rouge, c'est bleu, c'est grand, etc., etc. Et ontologique, ça veut dire il y a quelque part ceci, cela. Ouais. Il y a la présence de ceci ou cela quelque part. Prédicatif. Prédicatif ou ontologique? Oui. Ouais, ontologique, ça veut dire c'est l'existence même du truc, ouais, qui est impliquée. Ok. Très bien, très bien. Et la différence entre C et il y a. Ça veut dire que on va dire que c'est la caractéristique d'être ceci ou de cela. Et il y a, ça veut dire que ça doit exister quelque part. Ouais, c'est ça la distinction. Mais ça revient sensiblement à la même chose. Ouais, ici, ça veut dire que si c'est de l'eau, c'est H2O. Si c'est H2O, c'est de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas H2O. Si ce n'est pas H2O, ce n'est pas de l'eau. S'il y a de l'eau quelque part, il y a nécessairement H2O. S'il y a H2O, il y a de l'eau. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ouais, c'est simple en fait. Ouais, ok. Très bien. Est-ce que vous auriez d'autres équivalents à nous donner, par exemple? Ils ne sont pas sur la feuille. Ouais. N'importe quel élément et sa composition chimique, ok. Ok. Ouais. Fer et c'est pas Fe? C'est pas Fe? Je Oui, sais plus. c'est Ouais. Ok. Très bien. C'est très bon. Ouais, le fer et Fe. Ok. Fe et fer. Ok. Ça marche. Quoi d'autre? Oui, tout à l'heure. Patrick et Chérap, Christophe et Ginpa. Oui. Patrick et Sheila. Tout ce qui est Patrick est nécessairement tout ce qui est Sheila. Tout ce qui est Sheila est nécessairement tout ce qui est Patrick. Vous êtes d'accord? Ok. Parce que ça renvoie exactement à la même chose. Ok. On pourrait débattre. Mais... Ok, ça renvoie à la même personne, ouais. On peut toujours débattre, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours possibilité d'entrer dans une petite faille. Ok, très bien. Donc il y a des équivalents. En général, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de phénomène distinct et différent. Ouais. Phénomène distinct, c'est la définition de différent. Et techniquement, différence, c'est le definiendum. C'est le terme technique, sa définition.
et le définiendum. Ouais. Il y a le définiendum et la définition. L'objet à définir et la définition. Ouais, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Ouais. Phénomène distinct, c'est la définition. Et différent, c'est le définiendum. Ouais. Là, il y a beaucoup de choses à évoquer par rapport à ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, Sherab et Patrick, les deux ne sont pas la définition et le définiendum l'un de l'autre. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Patrick n'est pas la définition de Sherab, et Sherab n'est pas le définiendum de Patrick. Ouais. Mais ils restent quand même équivalents. Ouais, donc il y a des équivalents qui ne sont pas la définition et le définiendum l'un de l'autre. Ouais. Par exemple, impermanent et produit. Impermanent et produit sont équivalents. Si c'est produit, ça change instant en instant, donc c'est impermanent. Et si c'est impermanent, c'est produit. C'est produit par des causes et des conditions, nécessairement. Donc tout ce qui est impermanent est nécessairement produit. Tout ce qui est produit est nécessairement impermanent. Mais les deux n'ont pas de relation définition et définiendum. Ouais. Par contre, différents et phénomènes distincts ont cette relation, en plus d'être équivalents, ont cette relation de définition et définiendum. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ouais. C'est qu'ils ont une relation spéciale. Ils sont équivalents de toute façon. Si c'est des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes distincts. Ouais. Et en plus, ils ont cette relation de définition. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Ouais, ça joue? Ouais, pour tout le monde? Ok, bravo. Bravo, bravo. Très bien. Donc l'équivalence, c'est pas si compliqué, hein, finalement, si on fait abstraction de ces 8 portes de l'implication, etc. Ok. D'autres équivalents seraient par exemple le sujet les deux, impermanent et produit, par exemple. Ou encore le sujet les deux, phénomène et existant. Ouais. Ou encore le sujet les deux, différent et phénomène distinct. Ouais. Conditionné et impermanent, par exemple. Ouais. Très bien. Quoi d'autre? Ouais, le sujet les deux, en fait, on choisit, là, c'est juste une formulation technique pour dire qu'on choisit ces deux-là. Ouais, exactement. Ouais, c'est juste, parce que les Tibétains aiment beaucoup préciser. Ouais, c'est très important de dire quel type de sujet on parle, parce que sinon ça pourrait, prêter à confusion. Donc là, c'est juste une formulation plus spécifique dans les débats. On dit le sujet, les deux, table et chaise, et cetera, et cetera. Et on peut dire simplement table et chaise, on comprend de quoi il s'agit. Ouais. OK. Quoi d'autre? Les équivalents? Cause et effet, Cause et effet, bravo, bravo Bernard. Cause et effet sont équivalents. mais pas une cause et un effet. On ne parle pas de la cause et de son effet. Attention, ouais, là, dans ce cas-là, ils sont contradictoires. Oh là là, ça chauffe. Ok, mais cause et effet, si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. Ouais, ok, très bien, très bien. Et là, sur le papier, on a chose est capable d'opérer une fonction. Ouais, exactement. Capable d'opérer une fonction, c'est la définition de chose. Donc, on ne parle pas de n'importe quelle chose, on parle des choses impermanentes. Ouais, capable d'opérer une fonction, c'est la définition de chose. Donc, on parle chose, effet, cause, impermanent, produit, etc. Tout ça, c'est équivalent. Ouais. Sur les choses et produits, Mm. c'est équivalent. C'est équivalent, exactement. Aussi, ça veut dire que si tu mets chaque terme qui est dans le dictionnaire avec sa définition, Oui, tu pourrais dire que c'est équivalent. exactement. Chaque terme dans le dictionnaire avec sa définition, ce serait une équivalence, exactement. Ouais. Ce qu'il faut voir en plus dans la philosophie bouddhiste, c'est que quand on parle de la définition, nous, en Occident, on parle d'une phrase dans un dictionnaire, mais dans la philosophie bouddhiste, la définition, c'est le phénomène lui-même. Ce sont les caractéristiques du phénomène lui-même. C'est ça la définition. C'est pas simplement une phrase dans un dictionnaire. C'est ça qui est très important. Quand on dit, par exemple, capable d'opérer une fonction, c'est le phénomène lui-même. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la chose. C'est la définition, ce sont les caractéristiques elles-mêmes. Ouais, la définition du feu, c'est chaud et brûlant. Ouais. Voilà, c'est facile. La définition du feu, c'est chaud et brûlant. Ouais, ça veut dire que chaud et brûlant, c'est pas juste un truc dans un dictionnaire. Il faut que ce soit chaud et brûlant. Donc, il faut que ce soit le truc lui-même. Ouais, c'est important Substantiel. ça. Hein, pardon? C'est substantiel. Oui, exactement. Il faut que ce soit la substance elle-même. Dans le chaud et brûlant, c'est
pas du feu. Exactement, c'est un bon argument d'Isabelle. Un métal en fusion, c'est chaud et brûlant, donc c'est du feu alors? C'est un métal qui est plein de feu. Ah, mais le métal, on dit... Mais attention, est-ce que le métal lui-même est du feu? Non. Ah, le métal lui-même n'est pas du feu, donc le métal n'est pas chaud et brûlant. Mets ta main, dis donc. Je sais, je sais. Ah, le métal est chaud et brûlant, donc c'est du feu alors. Parce qu'il y a une corrélation infaillible. C'est ça qu'on voit dans l'équivalence. C'est qu'il doit y avoir une corrélation infaillible entre les deux. C'est comme les deux cercles qui se correspondent parfaitement. Il n'y a aucun élément de l'un qui sortirait du cercle de l'autre. C'est ça que ça veut dire. C'est que si c'est équivalent, tous les éléments doivent nécessairement être circonscrits dans les deux mêmes cercles. Si on dit chaud et brûlant, c'est la définition du feu, ça veut dire que la définition et le définendum ont une relation d'équivalence totale. C'est-à-dire qu'on ne pourrait trouver aucun chaud et brûlant qui ne serait pas du feu. C'est ça que ça veut dire. Et donc le métal en fusion, alors ça veut dire que c'est du feu alors. Si on accepte que c'est chaud et brûlant, ça doit nécessairement être du feu, non? En tout cas, tout ce qui touche, le métal chaud, enfin le métal en fusion, tout ce qui touche, il brûle. Exactement. Donc il est chaud et brûlant. Donc c'est du feu. Mais le métal, il n'est pas chaud et brûlant. Ah, il n'est pas chaud et brûlant. Ah, alors à ce moment-là, Bernard ne sera pas d'accord. Il ne dira pas que le métal en fusion est chaud et brûlant. Non, il est chaud et il est brûlant. Ah, il est d'une part chaud et d'autre part il est brûlant, mais il n'est pas chaud et brûlant. Alors là, Ça, ça c'est des petits trucs de la dialectique bouddhiste. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des zigzags pour se sortir d'un mauvais pas? Exactement, exactement. Ouais, si on dit, parce que s'il y a une corrélation, une équivalence totale entre chaud et brûlant, dès l'instant où on qualifie quelque chose comme étant chaud et brûlant, on le qualifie comme étant du feu, nécessairement. Ouais. Et donc, il ne faut pas être d'accord si on dit le métal en fusion est chaud et brûlant, il faut dire non, je n'accepte pas. Il faut dire pourquoi. Il est chaud. Sinon, on avance dans un, dans un piège et qui va être très difficile. Et donc, si on dit qu'elle est chaude et brûlante, à ce moment-là, c'est du feu. On mange du feu. C'est intéressant, ça. le plat. Ben oui, le métal, métal, c'est pas du feu. Exactement, le métal, c'est pas du feu. Ouais. Ou l'aliment n'est pas du feu, etc. Exactement. Il peut contenir l'élément feu, ouais, en médecine chinoise ou en Ayurveda, etc. On peut l'accepter. Il contient l'élément feu, mais il n'est pas du feu lui-même. Oui, bravo. Donc on dira d'une part, c'est chaud. Et c'est aussi brûlant, mais ce n'est pas chaud et brûlant. Non? Ouais. Par exemple, quand on étudie, est-ce que vous avez étudié un petit peu les voies bouddhistes? Les voies du véhicule fondamental, le Mahayana, tout ça? Oui. Ok. Précis. Par exemple, ok. Par exemple, vous savez qu'on peut très bien développer le renoncement à la souffrance et entrer sur les voies du véhicule de libération individuelle. Et quand on obtient le nirvana, on devient un arhat. Ouais, on obtient le nirvana, ok. Mais donc, on est nécessairement un arya. Parce qu'un arya, c'est quelqu'un qui a une réalisation directe de la réalité des choses. Ouais. Et pour obtenir le nirvana, il faut avoir la réalisation directe de la réalité des choses, non? Ok. Ensuite, cet arhat, il développe bodhicitta, l'aspiration altruiste à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sur le Mahayana. Donc, ça va être un bodhisattva. Donc, c'est un arya et c'est un bodhisattva, mais ce n'est pas un arya bodhisattva. Parce qu'un arya bodhisattva est sur la voie de vision, sur les bhumis, etc., etc. Lui, il n'est encore que sur la voie d'accumulation. Donc, c'est un arya, parce qu'il a une réalisation directe de la vacuité. C'est un bodhisattva, mais il n'est pas encore sur les voies des arya bodhisattvas, et donc ce n'est pas un arya bodhisattva. Arhat, il a le nirvana. Oui. Et Arya, Il a une réalisation directe de la réalité, de la vacuité, etc. Ou du non-soi pour les autres, en tout cas. et tu peux ne pas être dans le Mahayana et être en Arya. Oui, Tu peux avoir la vacuité en étant juste dans le nirvana. oui. Très bien. Dans le nirvana, tous les deux. Alors, un bodhisattva obtient le grand nirvana au moment de l'éveil, quand il obtient l'état de Bouddha. Ouais. Mais avant d'arriver sur la voie de vision mahayaniste, il est encore un être ordinaire mahayaniste.
Mais c'est un arya du point de vue du véhicule fondamental. Donc c'est un arya et c'est un bodhisattva, mais ce n'est pas un arya bodhisattva. C'est le même principe. Pour être un quoi? Un bodhisattva, il faut développer bodhicitta. Ouais, de manière spontanée. C'est ça qui fait que la personne devient bodhisattva. Peut-être un bodhisattva, ça va été avant un arabe. Si, C'est que Si. Ouais. Ouais, d'accord. tu peux commencer depuis le début le Mahayana. Peut-être un arabe sans être un arya. Non, Non. 3 possibilités. Ok, donc c'est ça qu'on analyse en fait, hein, dans ces voies. Donc là, c'est des mots un peu barbares, c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui ont l'habitude de ça, ce sont des points un peu particuliers. Là, par exemple, dans l'Abhisamalamkara, on a étudié il n'y a pas longtemps la voie de préparation. C'est une voie mondaine mahayaniste. Mm. Mais il est possible que, en effet, ce ne soit pas nécessairement une voie mondaine. C'est une voie mondaine mahayaniste, mais pas nécessairement une voie mondaine. Ok, laissez tomber. Très bien. C'est intéressant pour ceux que ça intéresse. Ouais, donc un arya, c'est quoi alors? Un arya, c'est quelqu'un qui a la vacuité. Qui a une réalisation directe de la vacuité. Ouais, pour les Mahayanistes, sinon on dira pour le Sautrantika, on dira le non-soi. Ouais, pour les Sautrantika, ils n'acceptent pas la vacuité. Ils diront le non-soi. Un arya, c'est quelqu'un qui a une réalisation du non-soi ou de la réalité telle qu'elle est, comme vous voulez. C'est ça un arya, c'est une personne qui a une réalisation directe de la réalité des choses. Ou de sa propre réalité, ouais, le non-soi, etc. Est-ce que tu peux redire l'exemple peut-être à la fin par rapport au bodhisattva? Ouais. Et donc cet arya, qui est entré d'abord dans le véhicule fondamental, le véhicule de libération individuelle, il obtient la libération, etc. Donc il obtient l'état d'arya, mais en plus l'état d'arat. Ouais, parce qu'un arat est nécessairement un arya. Quelqu'un qui a obtenu la libération a nécessairement la réalisation directe de la vacuité. Et ensuite, cette personne développe bodhicitta. Donc si cette personne développe bodhicitta spontané, c'est un bodhisattva nécessairement. Et donc il continue d'être un arya, parce qu'il a toujours sa réalisation de la nature des choses. Et ça devient un bodhisattva. Donc c'est un arya et c'est un bodhisattva, mais ce n'est pas encore un arya bodhisattva. Parce que l'arya bodhisattva, c'est à partir de quand? Alors, attends, le premier, c'est un arya bodhisattva. Et Non, un arya arat bodhisattva. D'une part, c'est un arya, d'autre part, c'est un bodhisattva, Ok. mais ce n'est pas encore un arya bodhisattva. C'est aussi un arat, tu as dit. Oui. Du moment qu'il est arya, il est arat. Non, c'est l'inverse. Si c'est un arat, c'est nécessairement un arya. Arabe, c'est le but du véhicule fondamental. Donc, il a développé la voie fondamentale, il est arrivé à l'état d'arabe, et pour arriver à ça, il a fallu qu'il développe la vue, la vacuité, donc il est arya aussi. Mais ceux qui font toute la voie du Mahayana directement, ils ne passent pas par l'état d'arabe. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que soit tu veux aller à Bordeaux, soit tu veux aller à Paris. Ah Quelqu'un qui commence Tu peux décider d'aller à Paris en passant par Bordeaux. Et tu peux décider d'aller à Paris directement depuis ici. Parce qu'il y a les directs. Ah, moi, je parlais à partir de Toulouse. Ok, mais si tu es à Toulouse et que tu veux aller à Paris, tu peux aller directement à Paris, ou tu peux passer par Bordeaux. Et donc, il y en a qui vont. Alors, en fait, okay. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, qu'on veuille aller, donc on est à Toulouse, on est à Nalanda, etc., on veut aller à Bordeaux ou aller à Paris, de toute façon, quels que soient les deux véhicules, on doit de toute façon passer par la voie d'un arya. On doit réaliser la nature des choses d'une manière ou d'une autre. Un arya du véhicule fondamental ou un arya mahayaniste, de toute façon. Hein. Parce qu'on doit réaliser la nature des choses, de toute façon, pour arriver à ce but escompté. Ouais, on doit avoir la. Donc là, à Paris, il n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Mais du point de vue mahayaniste, on dirait que tout le monde y arrivera au bout d'un moment. Même si on passe par Bordeaux, on y arrivera, de toute façon. la différence entre la Alors, c'est qu'un arat est nécessairement un arya. Mais un arya n'est pas nécessairement un arat. c'est quoi ça alors? Un arya, c'est quelqu'un qui a une réalisation directe de la vacuité. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer comme émotions négatives, etc. Du voile afflictif. Et la réalisation. Qui ça, l'arya, ouais, exactement. Pas nécessairement. Pas nécessairement un arat. Exactement, l'arya n'est pas nécessairement un arat.
Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle des 4 nobles vérités, vous connaissez tous les 4 nobles vérités par cœur, qui sont? Souffrance, origine de la souffrance, cessation de souffrance, et la voie pour la Exactement. cessation. Les vraies souffrances, vraies origines, vraie cessation et vraie voie. Ouais. Quand on parle d'une vraie cessation, ça veut dire qu'on élimine au moins une portion des émotions négatives. Ouais, on les abandonne totalement. C'est ça que ça veut dire. Là, quand on parle d'une vraie cessation, ça veut dire qu'on fait cesser définitivement au moins une partie des émotions négatives. Et ça nécessite d'être un arya, une personne supérieure, quelqu'un qui a obtenu une réalisation directe de la réalité. Ouais, ça c'est au moins une portion. Et si la personne a éliminé toutes les émotions négatives, cette personne reste un arya, parce qu'elle a toujours réalisé la nature des choses, mais en plus, elle obtient la libération, le nirvana. Ouais, exactement. Elle devient un arat. Ouais. Et donc, ça veut dire que si on a un arat, on est nécessairement un arya, parce qu'on a nécessairement une réalisation directe de la vacuité ou de la réalité telle qu'elle est, non? Et si on est un arya, on n'est pas nécessairement un arat, parce qu'on n'a pas encore nécessairement tout éliminé. Ouais, ça joue? Ouais, bravo. Et aussi, il nous fait parler qu'il y a les arats du Hinayana et les arats du Mahayana. Alors, c'est difficile pour les arats du Mahayana. Ouais, parce qu'on parle des Bouddhas normalement. Ouais, on parle des Bouddhas, ouais. On dit que le Bouddha, par exemple, quand on fait la prière au Bouddha, quand on dit Sangye, Chomba, ouais, quand on dit le Bouddha, le Bhagavan, l'Arat, etc. Dans ce cas-là, c'est un Arat du Mahayana, c'est un Bouddha pleinement éveillé. Ouais. Mais quelqu'un qui a éliminé sur le Mahayana toutes les afflictions, etc., et leurs graines, est-ce qu'on peut l'appeler un Arat du Mahayana? Ça pose question, ouais, parce que c'est un bodhisattva des bhumis purs. Est-ce qu'on peut l'appeler un Arat? Ça pose question, ouais. Donc, Ok. l'arya, il n'a pas la libération. Il a un petit peu, il a Ouais, éliminé il peut l'avoir, il peut l'avoir. mais pas nécessairement. Exactement. S'il l'a totalement tout éliminé, Ouais, on dit aussi qu'il est un arabe. exactement. C'est tout à fait ça. Et une fois qu'il développe bodhicitta, qu'est-ce qu'il devient? Alors, lequel seulement N'importe celui qui a pas quelle personne, n'importe quelle personne. Oui, n'importe quelle personne qui développe bodhicitta spontané devient du coup un bodhisattva. Et si cette personne était un arya avant d'entrer dans le Mahayana, ça reste un arya, parce qu'il a toujours sa réalisation directe de la vacuité, et il devient un bodhisattva. Donc c'est un arya et c'est un bodhisattva. Et alors, l'arya bodhisattva, là, Et l'arya bodhisattva, à partir de quand est-ce que ça commence? quand il est totalement libéré, peut-être. Non. Ah. Oui, à partir de la voie de vision du Mahayana. Ouais. Il a déjà, sinon, Il a déjà la réalisation de la vacuité. Ouais. Donc, J'ai bien fait de parler de ça, hein. On a 5 voies à chaque fois, non? Pour chaque véhicule, on a 5 voies, non? Que vous connaissez par cœur. non, justement. Voie d'accumulation, voie de préparation, voie de vision, voie de méditation et voie au-delà de l'apprentissage. La vision, c'est la troisième. La vision de quoi? La vision directe de la réalité, ouais. Ça va aussi dans le. Ouais. Il y a 5 voies partout, ouais. Il y a 5 éléments. Ok. Ouais, ça donne 15 voies. 3 fois 5, 15. Parce qu'il y a 5 voies des Shravakas, 5 voies des Pratyeka Buddha, 5 voies des Mahayanistes. Et donc, ça donne nécessairement 15 voies. Ok, mais laissez tomber, c'est pas grave pour les différents types de trucs, comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la voie de vision, pourquoi est-ce qu'on parle de vision? C'est parce que pour la première fois, cette personne, dans son véhicule, elle a une vision directe de la vacuité, du non-soi, enfin, comme vous voulez. C'est pourquoi on parle de voie de vision, ouais. Non, mais quand même, il avait déjà réalisé la Oui. nature de Exactement. non-soi. Tout à fait. Sauf qu'il l'avait réalisé sans bodhicitta. Alors que là, pour avoir une voie de vision mahayaniste, il faut que ce soit avec le soutien de bodhicitta. Exactement. Et donc, tant que ce n'était pas le cas, ce n'était pas encore un Arya Bodhisattva. Si, grâce à bodhicitta, il a à nouveau une réalisation directe de la vacuité sur la voie de vision, il devient un Arya Bodhisattva. Et donc, c'était un Arya, c'était un Bodhisattva, mais ce n'était pas encore un Arya Bodhisattva. Là, il le devient à ce moment-là.
Il devait faire, je dirais, Oui, c'est une excellente question. Celui qui dit Mm. Arya Oui. et le Bodhisattva, Oui. tient donc la Bodhicitta. Oui, Mais pas sur la voie de la vision. Ça, exactement, parce qu'il n'a pas encore fait une ère cosmique incommensurable d'accumulation de mérite et de sagesse. C'est ça qui fait qu'il obtient au bout d'un moment la voie de vision aussi. Donc c'est une bonne question, parce que dans la tradition Nyingma, par exemple, dans le Nyeshe Jome de Jumipan Rinpoche, dans son flambeau de la certitude, où il pose la question aux Gelugpa, il leur demande, bah, si vous dites que c'était déjà un Arya et un Bodhisattva, qu'est-ce qui l'empêche d'être un Arya Bodhisattva? Qu'est-ce qui l'élimine de plus sur la voie de vision? C'est une très bonne question. Ok, à laquelle on ne va pas donner la réponse. Très bien, donc essayez de garder l'équivalence. Ouais. Essayez de garder l'équivalence à l'esprit. Quelle est la définition de équivalent? Sans regarder. Sans regarder. Je crois qu'il y a la base commune, quoi. Non, plus que. Il n'y a que des bases Il n'y a communes. que des Donc, par exemple, table et table sont équivalentes parce qu'il y a que des bases communes. Oui, Que des bases communes. exactement. Différents et non que des bases communes, ça aurait pu être une très bonne définition. Ou alors différents et ont les 8 portes de l'implication. Ça revient à la même chose. Ouais, ça joue? Bravo! Ouais, on aurait pu dire différents et non que des bases communes. Pourquoi pas? Hmm. Ouais, ça aurait été bien, hein, ça aurait été plus simple. Donc ça veut dire ça. Alors des bases communes, c'est vrai que les bases communes, ça ne concernerait que les premières portes de l'implication, que les 2 premières. Alors que dans les 8 portes de l'implication, il y a aussi s'il y a et il y a. Alors que là, ça, en effet, ça pourrait être plus précis, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ce que il y a, c'est précise que c'est même existant. Oui, exactement, tout à fait. Exactement. Et aussi, dans la définition d'équivalent, il y a l'existence qui est impliquée. Parce qu'il y a différent. Ouais. Et différent, c'est quoi la définition de différent? C'est phénomène distinct. Bravo. Comme ça qu'on répète beaucoup dans les débats, justement pour apprendre ensemble. Bravo, bravo. Donc là, on a vraiment les 2 extrêmes d'une certaine manière. Soit les 2, en effet, les 2 phénomènes différents n'ont aucune base commune, soit ils n'ont que des bases communes. Ouais, donc c'est vraiment très, très tranché là, cette différence, ouais, cette distinction, ces 2 comparaisons logiques. OK! Waouh! On va essayer d'arriver aux 3 possibilités. Très bien. Le défenseur qualifie les phénomènes comparés comme étant équivalents quand il a certifié qu'ils n'ont que des bases communes. Ouais, OK. Or, attention, c'est pas fini, c'est pas la fin de l'histoire. Il se pourrait que l'un des phénomènes comparés, en plus d'avoir des bases communes avec l'autre, soit exemplifié, ou il a des exemples de ce qui n'est que lui, qui n'appartient qu'à lui, ouais, soit exemplifié par ce qui relève de sa catégorie exclusive, ce qui amène le défenseur à répondre 3 possibilités. OK, donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. OK, par exemple, l'eau et l'eau froide, c'est facile. Ouais. Si nous comparons maintenant A, l'eau et B, l'eau froide, elles ne sont pas contradictoires, vous êtes d'accord? Elles ne sont pas contradictoires parce que? Parce qu'elles ont des bases communes, exactement. Elles ont des bases communes. OK, donc elles ne sont pas contradictoires. Très bien. On pourrait sortir la définition de l'eau. Oui, on pourrait dire, pourquoi pas, quelle est la définition de l'eau? C'est Courant, non, c'est pas comment on dit. liquide et humidifiant, quelque chose comme ça, ouais. OK. Liquide et humidifiant, ou ouais, je crois que c'est ça, hein, la définition. OK. Très bien. Oui, parce qu'on pourrait dire que l'eau, en effet, c'est liquide et humidifiant, et l'eau froide est aussi liquide et humidifiante. OK. Donc elles ne sont pas contradictoires, vous êtes d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont équivalentes pour autant? Non, elles ne sont pas équivalentes. Et non. Sinon, si c'était équivalent, ça veut dire que n'importe quelle eau serait nécessairement de l'eau froide. Ce qui n'est pas le cas, vous êtes d'accord? Très bien, OK. Donc pour s'assurer alors d'exclure la contradiction, l'objecteur demandera au défenseur de donner l'illustration d'une base commune. Ouais, donc si en effet, je vous dis en effet le OK,
Le sujet, les deux, l'eau et l'eau froide, ne sont pas contradictoires parce que parce qu'elles ont des bases communes. C'est pas grave. Et donc là, c'est là que je vous demande, ok, donnez-moi l'illustration de ce qui est une base commune entre l'eau et l'eau froide. Non. Exactement, l'eau dans la rivière, l'eau dans la bouteille, l'eau dans, etc., etc. Là, c'est vraiment une illustration précise. Ok, donc l'eau dans la rivière, il s'ensuit que c'est de l'eau froide. C'est de l'eau froide parce que et qu'elle est froide. Ok. Très bien, donc c'est bien une illustration entre l'eau et l'eau froide. Ouais, c'est une base commune entre l'eau et l'eau froide. Très bien, très bien. Mais quand on dit 3 possibilités, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc là, voilà, vous avez la suite du débat. Là, vous pourrez lire la suite du débat, c'est facile. On peut la lire ensemble si vous voulez, c'est facile. Ouais, OK. Donc l'eau dans la rivière, c'est bien une illustration, c'est bien une base commune entre l'eau et l'eau froide. OK. Donc on va lire la suite du dialogue. L'objecteur pourra à loisir vérifier que le sujet proposé est d'abord de l'eau, en demandant au défenseur de se justifier. Le sujet, l'eau dans la rivière, c'est de l'eau parce que. Ouais, donc on attend une réponse. Parce qu'elle est fluide et humidifiante. Voilà, c'était la définition. Ce qui est la définition de l'eau. Ouais, si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Ouais, vous êtes d'accord. Donc on pourrait aller plus loin dans le débat. Ouais. Ou alors parce que sa composition chimique est H2O, etc. Vous pouvez donner les raisons que vous voulez, du moment que ce sont des raisons valides. Ouais. Et ça, c'est l'objecteur qui va vérifier si elles sont valides ou pas. Ouais. OK. Ensuite, s'il le souhaite, l'objecteur pourra asséner une conséquence pour insister sur ce point et réitérer l'implication entre la raison qui vient d'être donnée et la thèse précédente. Et il s'ensuit que si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Ouais, pour en remettre une couche, en fait, tout simplement. Ouais, pour être sûr que les deux parlent de la même chose. Exactement. Ouais. OK. Et ça, après, ça vient plus facilement pour l'objecteur. C'est le boulot le plus difficile, c'est celui de l'objecteur. C'est lui qui mène la danse. Donc, c'est à lui de savoir où est-ce qu'il emmène la discussion. Ouais. OK. Et donc, mais il pourrait contredire le défenseur. Il pourrait choisir de dire non, il s'ensuit que ce n'est pas de l'eau parce que, etc., etc. Donc, il pourrait aller plus loin dans sa discussion. C'est lui qui décide, en fait. Très bien. Mais là, en fait, ça joue. Ouais, il s'ensuit que si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau parce que fluide et humidifiant est la définition de l'eau. Ouais, OK. Donc, si c'est la définition de l'eau, c'est nécessairement de l'eau. Ouais. OK, bravo. Et donc là, j'accepte. Là, on a vérifié ce point-là. Très bien. Donc, on a donné une base commune. C'est entre ce qu'il y a entre A et B, on a donné une base commune. OK. Ceci ne termine pas nécessairement cette partie du débat qui peut déboucher sur des points annexes. OK, donc ça, on l'a vu. Très bien. Maintenant, si on revient à la raison racine, il ne faut jamais oublier la raison racine, même si on part dans des raisons annexes ou secondaires, il ne faut jamais oublier la raison racine. Ouais. Et là, on a trouvé qu'une première possibilité, c'est ce qui est à la fois les deux. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, ça va vraiment pas à pas. Ouais, on essaie de voir les choses pas à pas. Très bien. Donc l'eau et l'eau froide ne sont pas contradictoires, on l'a dit, et elles ne sont pas non plus équivalentes, car si c'était le cas, n'importe quelle eau serait de l'eau froide. Ouais, donc ça, on l'a vu. Très bien. Le défenseur a donc trouvé 3 possibilités entre l'eau et l'eau froide. OK. Il a donné une illustration de la première possibilité, ouais, ce qui est à la fois les 2. OK. Ouais, exactement. Ouais, on donne tout de suite le résultat de notre recherche. On dit, bah, 3 possibilités ou 4 possibilités ou contradictoires ou équivalents et après c'est à l'objecteur de vérifier tout ça point par point. Voilà, on y va vraiment de manière, comment dire? Systématique. Ouais, OK. Au moins au début. Après quand les débattants en question ont déjà l'habitude de manier ce thème-là, après ils peuvent zapper quelques vérifications. Mais en général, au début, on y va point par point. On cherche d'abord ce qui est les 2. Ensuite, on va chercher ce qui est l'un et pas l'autre. Ouais, OK. Il nous faut maintenant trouver la deuxième possibilité. Ce qui est l'une, mais pas l'autre. Ouais, ce qui serait quoi, mais pas quoi? C'est qu'il serait de l'eau, mais pas de l'eau froide. Exactement, ce qui serait de l'eau, mais pas de l'eau froide. Ça, c'est facile. Et enfin, la troisième possibilité, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ça donne 3 possibilités. C'est pourquoi on l'appelle comme ça, cette configuration. Ouais, ouais, ça vous parle? Cette possibilité, si on pouvait trouver quelque chose qui soit de l'eau froide, mais pas de l'eau. Exactement, là, il y aurait 4 possibilités.
Ouais, comment est-ce qu'on pourrait trouver ce qui est de l'eau froide, mais pas de l'eau? Intéressant ça, non? Ça serait marrant, en fait. Ça va? Ça joue? Ouais. Non? Ok. Donc là, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que quand on parle de 3 possibilités, ça veut dire que dans la configuration A et B, on doit cocher dans 3 trucs. Ouais, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on ne peut pas cocher. Ouais. Parce que si on peut cocher dans toutes les cases, ça donne 4 possibilités. Ouais, si on coche dans toutes les cases, dans ce qui est A et B, dans ce qui est A mais pas B, dans ce qui est B mais pas A, et dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre, on a 4 possibilités. Ouais, on a 4 croix, 4 A et B, A et pas B, B et pas A, et ni A ni B. Ça donne 4 possibilités. Et dans ce cas-là, on coche dans toutes les cases, et même à l'extérieur des cercles. Ouais, c'est ça que ça veut dire 4 possibilités. Ouais, ça veut dire que, par exemple, 4 possibilités, ce serait, OK, par exemple, personne aux cheveux longs et personne française. Par exemple, il y aurait 4 possibilités. Est-ce qu'il y a à la fois les 2? Par exemple, Anne, tu es à la fois française, je crois, et personne aux cheveux longs. Tu es une base commune entre, entre ces 2 items. Ouais. Il y a personne française qui n'a pas les cheveux longs. Par exemple, Eric. Ouais. Il y a personne aux cheveux longs qui n'est pas une personne française. Monica Bellucci ou Bob Marley. Bon, il n'existe plus à cette époque-là, c'est dommage. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, donc on pourrait dire soit un non existant, soit une table, ouais, soit Italien qui s'est révélé. exactement, soit un moine bouddhiste italien. Ouais. Ça joue, ça donne 4 possibilités. Parce qu'il y a ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, ce qui est B mais pas A, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Bravo! Alors que là, pour l'eau et l'eau froide, il ne peut pas y avoir 4 possibilités. Parce qu'il ne peut pas y avoir de l'eau froide qui ne serait pas de l'eau. Ouais? Non? C'était un peu le jeu quand on était enfant, on disait avec les trucs. Il y a des cheveux longs. Eh ben oui, c'est le même principe, c'est par déduction. C'était qui ou quelque chose comme ça, ouais. Et ben là, c'est pareil, c'est par déduction qu'on essaie d'agir. Alors c'est vrai que quand on débat avec un défenseur, le défenseur essaye d'aller assez vite en trouvant les, mais pourquoi? Parce il aura étudié ce truc-là, ce deuxième truc-là que vous pouvez regarder pour midi et vous verrez, c'est exactement la même explication qu'on est en train de voir, mais de manière beaucoup plus schématisée. Et donc en fait, dans notre tête, on fonctionne comme ça, nos raisonnements fonctionnent comme ça. Quand on essaie de voir, par exemple, est-ce qu'on essaie de comparer des phénomènes, des existants, des étudiants qui sont de bon niveau, et cetera, et des étudiants qui n'ont pas étudié? Entre un étudiant qui n'a pas étudié et un étudiant de bon niveau, il y a 4 possibilités. Et alors des et notre esprit fonctionne comme ça, par déduction. Il met dans des cases, et cetera, il exclut ceci et cela, et cetera, en 3D, et cetera, dans notre tête, en fait. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il y a des étudiants qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas nécessairement étudié, qui ont des bonnes empreintes, et cetera. Il y en a qui ont étudié, mais qui n'ont pas nécessairement un bon niveau. Il y a des étudiants qui ont un bon niveau et qui, en plus, ont étudié. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est utile pour la compréhension. Du dharma, il y a, par exemple, quand on parle de cognition valide et perception directe, par exemple. Cognition valide et perception directe, il y a 4 possibilités. Ou karma accumulé et karma accompli, 4 possibilités. Ouais, ou Arya et Bodhisattva, 4 possibilités. Ah, cette feuille-là, Ouais. c'est ça. Oui. Ah oui, il n'y a pas les numéros d'ailleurs. Ouais. Il n'y a pas les numéros de page. Ok, donc essayez de garder des exemples de 3 possibilités. Essayez de voir pourquoi il y a 3 possibilités entre l'eau et l'eau froide. Et on se rejoint cet après-midi. C'était pas une session très longue. Les exemples que tu viens de Oui, par exemple. faire, seulement, Oui. ça permettra de réviser. Oui, je vous donnerai d'autres exercices à faire. Avec des trucs à cocher, etc. Donc j'essaierai de préparer ça pour peut-être la session 2 ce soir, parce que cet après-midi, on va essayer de continuer ce texte-là, pour être sûr qu'on a bien compris ces 4 relations logiques et
on pourra réviser avec ce deuxième texte-là. C'est assez simple. En fait, c'est exactement ce que fait le défenseur. Et en quelques secondes, il se pose ces questions-là. En fait, mais c'est vraiment tout simple, en fait, en réalité. Ouais, oui. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de ces termes-là et de cette façon de procéder, mais en réalité, l'esprit fonctionne comme ça, de toute façon. Ok, bravo. Et donc, on a terminé pour ce matin. C'est énorme et on peut dédier comme ce matin, on peut dédier à la longue vie des grands maîtres, on peut dédier à l'excellente santé des maîtres qui nous aident, on peut dédier à ce que le dharma puisse se répandre et aider un nombre inconcevable d'êtres à développer leur esprit, à raisonner, à préciser leurs pensées, en développant le bon cœur, le bon sens et la bonne humeur. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres. À tout à l'heure et bon appétit. Merci Bernard, bon appétit. Allez, au revoir, oui, bon appétit. Ciao, bisous Dominique.